Salut à tous et à toutes. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous et à toutes. On va faire un truc qu'on n'a jamais le temps de faire dans les débriefs, c'est vous faire des petites recommandations. Alors, c'est pas forcément des recommandations pour Noël, hein, c'est des recommandations en général, des recommandations culturelles, mais pas que. Catherine, tu veux commencer? Oui, parce qu'on veut essayer de faire des débriefs pas trop longs, du coup on a passé à la trappe à chaque fois. Et donc on a des trucs à vous dire qui nous ont beaucoup marqué ces derniers temps. Et donc on avait envie de les partager avec vous. Alors moi, mon gros coup de cœur de l'année, c'est l'exposition Alice Neel à Beaubourg. Alors Alice Neel, c'est une peintre américaine qui est née au 1901, je crois. Donc elle a dû mourir en 1981-82. Donc c'est une contemporaine quasi. C'est une femme qui, jusqu'aux années 60, n'a jamais exposé, qui a vécu dans le Spanish Harlem, donc un quartier très populaire de New York, après avoir été mariée avec un Cubain, et qui a été assez amie avec Andy Warhol et toute la mouvance super moderne, branchée des années 50, 60, 70 à New York. Mais elle, à l'époque, elle a fait un pas de côté. C'est une peintre qui n'a pas du tout fait de l'art abstrait, qui a toujours voulu faire des portraits. Et elle a peint notamment les gens qui habitaient dans son quartier, ou ses amis, ou les gens avec qui elle militait, parce que cette femme était une communiste. Américaine. Communiste américaine, oui c'est ça. Donc ce que j'ai C'est dit, rare, voilà, quand même. oui, C'est rare pour le dire. c'est vrai. C'était vraiment la grande amie d'Andy Warhol, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et elle a donc son exposition qui est à Beaubourg et qui est que jusqu'au 16 janvier et qui est vraiment super, qui est organisée en deux parties. Une première partie où il y a tous les portraits des habitants de New York, des luttes sociales, des manifestations, etc., avec des portraits mais sublimes. Ça c'est la première partie. Puis la deuxième partie, c'est plus des portraits de femmes, des portraits d'homosexuels, des portraits de couples mixtes, enfin donc de gens qui étaient en fait des marginaux aux États-Unis dans leur soit pour leur sexualité, soit pour les femmes c'est pas que les femmes soient marginales, mais elles étaient cachées. C'est-à-dire que là c'est vraiment le corps des femmes réel, quoi. Donc quand elles sont enceintes, quand elles n'ont pas des seins, des petites seins en forme de poire, etc., etc. Et c'est vraiment un regard. D'abord, c'est une peinture mais sublime. Elle est considérée aujourd'hui comme une des plus grandes artistes du XXe siècle à New York, enfin aux États-Unis. Et sont des personnages qui sont vibrants, qui sont puissants. Enfin, voilà. Moi, je ne peux que vous dire que cette exposition, elle vaut vraiment le détour. C'est de la représentation, de l'art figuratif quand c'était l'art abstrait qui avait la cote et qu'elle est une femme remarquable et qui est découverte. C'est la première exposition en France d'Alice Neel. Bon, voilà, jusqu'au 16 janvier. Et je remets le son. Moi, je vais vous parler d'un livre, ou plutôt de plusieurs livres. C'est les livres du prix Nobel de littérature, non pas de cette année, hein, parce que cette année c'est Annie Ernaux, et je pense qu'on aura quand même beaucoup entendu parler. Donc j'enjoins tous les gens à continuer à acheter et lire les livres d'Annie Ernaux. Et là, c'est le prix Nobel donc de 2021 qui s'appelle Abdulrazak Gurnah, qui est un prix Nobel de littérature tanzanien, donc d'Afrique de l'Est. C'est comme ça que lui-même se définit, hein. Il dit qu'il est d'Afrique de l'Est. Il explique d'ailleurs dans plusieurs de ses livres que la notion de frontière, notamment en Afrique de l'Est, mais pas uniquement, a pas beaucoup de sens. Et je voulais en parler parce que, en fait, c'est un prix Nobel de littérature dont on a, hélas, pas beaucoup entendu parler, qui a pas vendu beaucoup de livres avant d'être prix Nobel, et même depuis qu'il est prix Nobel, il n'en a pas vendu énormément, alors même que normalement, lorsqu'on est prix Nobel, ça fait une augmentation des ventes. Pourtant, il parle de sujets, il y a donc, comme je l'ai dit, il y a 3 romans qui ont été traduits en français, et c'est tout, hein, alors qu'il en a écrit une quinzaine. C'est aux éditions de Noël. Moi, j'en ai lu 2, j'ai lu Paradis et Près de la mer, et c'est 2 livres, en fait, qui parlent donc de la notion de frontière. Il y en a un qui se passe en Afrique de l'Est, où il décrit en fait à la fois les paysages et la façon de vivre de plusieurs personnages
qui traverse en fait les différents territoires d'Afrique de l'Est au début du XXe siècle. Ça, c'est Paradis. Et l'autre, c'est l'histoire d'un migrant en fait qui arrive sans papier à Londres dans les années 90 et qui est obligé de raconter et de se souvenir en fait de tous les pays en fait qu'il a traversés pour arriver à Londres. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce livre qui s'appelle Près de la mer, c'est qu'en fait se mélange à la fois la réalité en fait de ce qu'il a vécu et la fiction en fait de ce qu'il invente. En fait, il est obligé d'inventer parce il se souvient pas de tout. Et donc, parfois, il remplit en fait les trous en inventant des choses qui deviennent des réalités pour lui hyper fortes. Il raconte des souvenirs qu'il invente. Et franchement, ce livre Près de la mer est hyper puissant et surtout, il parle de choses, qui sont à mon avis très importantes, à la fois littérairement parce qu'il a une langue qui est très orale. Il écrit en anglais. Je l'ai lu en français, hein, mais il écrit en anglais et c'est une langue qui est très orale, qui est très facile à lire, et en parlant aussi de sujets politiques qui sont quand même hyper importants, la question de la frontière, la question du beau et la question des migrations. Donc voilà, je vous enjoins à lire Abdulrazak Gurnah. Alors moi, ma deuxième recommandation, c'est le documentaire qui est visible en replay sur la chaîne parlementaire, qui a été fait par Gérard Miller sur un portrait de Georges Marchais. J'ai bien aimé ce film, d'abord parce que je trouve qu'il nous replonge dans une période qui s'éloigne, les années 70-80, pendant que Georges Marchais était secrétaire général du Parti communiste. Il l'a été jusqu'aux années 90, fin des années 90. Non, début des années 90, puisqu'il cède sa place à Robert Heu en 91. Et donc, cette période où Georges Marchais dirige le Parti communiste avait commencé de manière un peu flambante. C'était après 68, le Parti communiste signe le programme commun et ça se termine plutôt très très mal avec le Parti communiste qui a entamé son déclin irréversible, en tout cas à ce jour. Mais le portrait qui est fait de Georges Marchais est assez intéressant, d'abord parce que ça fait justice à Georges Marchais dans la première partie de son poste de secrétaire général, dans cette période où le Parti communiste va être extrêmement puissant, où il va y avoir 700 000 adhérents au Parti communiste et qui va être porté par la vague post-68 et où le Parti communiste va s'ouvrir, essayer de définir ce que c'est que le socialisme à la française, abandonner la dictature du prolétariat, s'ouvrir aux luttes, à des luttes plus contemporaines, plus féministes, etc. Et on retrouve un peu tout ça avec cette bascule des années 80 où le Parti communiste va se faire doubler par le Parti socialiste, perdre sa prééminence à gauche, et on a du mal à se souvenir encore de ça, que le Parti communiste jusqu'à 78 est la première force de gauche, et qu'à partir de 78 le Parti socialiste lui passe devant et que là, ça va générer une rétraction au sein du Parti communiste. Et ça va être une période de fermeture et une période de crise très très intense dont le film ne rend pas vraiment compte, je trouve, pour ce qui me semble avoir vécu, c'est-à-dire que c'était quand même une période de crise interne et de départ et de mise à l'écart et de tensions très très vives. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ce film de Gérard Miller, c'est le fait que ça fait ressurgir une période heureuse et que ça ne réduit pas Georges Marchais justement à cette caricature que l'on peut avoir de lui comme l'homme de Moscou qui n'était pas vraiment, et comme un homme étroit, ce qu'il est devenu mais ce qu'il n'a pas toujours été. Donc le portrait de Georges Marchais sur la chaîne parlementaire fait par Gérard Miller, je trouve l'homme qui avait choisi son camp. Moi maintenant je vais vous parler de musique et d'un musicien en particulier, d'un chanteur qui s'appelle Yves Jamais. Jamais, J-A-M-A-I-T. C'est un chanteur qui a une soixantaine d'années et que j'ai découvert dans une salle municipale à Entrechaux, au pied du Mont Ventoux. C'est un chanteur qui est assez particulier parce que je sais pas si les gens qui nous regardent vont connaître. En tout cas, toi, tu connaissais pas. Non. C'est un type en fait qui a une énorme fanbase.
en fait, qui a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup et qui le suivent, mais qui a fait un choix. Genre, je l'ai entendu parler sur France Bleu, faire une interview. Il a fait un choix, c'est-à-dire que en gros, il fait un Olympia tous les 3-4 ans, mais sinon, il passe son temps, alors qu'il pourrait faire des salles plus grandes, il privilégie les salles municipales et les petites salles, donc dans les villages, et donc il passe son temps avec son camion et ses 3 techniciens, parce qu'il le raconte sur scène qu'il a que 3 techniciens, et parce que pour aller dans les salles municipales, il peut pas avoir une équipe avec genre 10 personnes ou 15 personnes à la technique. Il est obligé de fonctionner en équipe réduite. Et donc, il fait comme ça tous les villages, plein de villages en France. Il fait plus d'une 50-60 dates par an, ce qui est beaucoup, hein, parce qu'à chaque fois, il reste que un soir dans chaque village. Et il a une façon de chanter, il a une 60aine d'années, il chante, c'est un peu à mi-chemin entre Renaud, Arnaud, Dutronc, etc. Enfin, il a une voix de crooner, et toutes ses chansons parlent de ce que c'est que, bon, ça parle d'amour, mais ça parle avant tout de ce que c'est que faire partie des classes populaires, être fier d'appartenir aux classes populaires, être fier de faire son travail, être fier d'être un ouvrier, être fier d'une femme de ménage, tout est orienté genre autour de ces problématiques, y compris lorsqu'il parle d'amour, y compris lorsqu'il parle du beau. Et dans la salle, parce que j'ai assisté à un de ses concerts, franchement, c'était de la folie. Genre, les gens étaient complètement fous de ce qu'il racontait. Ils connaissaient tous les chansons absolument par cœur. Et moi, qui suis habitué en petit bourgeois que je suis aux salles parisiennes, en fait, j'étais heureux tout d'un coup d'être avec pas que la grande bourgeoisie parisienne qui a kidnappé toute la culture en Île-de-France, quoi. Et là, j'étais avec des gens avec qui, en fait, j'avais envie d'être, en fait, qui étaient heureux d'être là et qui n'étaient pas des snobbidards comme ça, habillés en Chanel et à regarder de loin une pièce au théâtre de la ville. Et franchement, j'enjoins tous les gens, parce qu'il fait des tournées en France, vraiment à aller voir sur son site internet. Il y a toutes ces dates pour l'année 2023. Bah, franchement, à aller le voir ou à l'écouter d'ailleurs sur YouTube, sur Spotify ou partout où vous pouvez. Alors moi, ma dernière recommandation, c'est la série documentaire faite par Gérard Mordillat. Vous savez, Gérard Mordillat a fait des séries documentaires sur l'histoire du christianisme, moi que j'avais trouvé absolument Corpus Christi. Oui, pas seulement, mais qui était absolument génial. Et là, il en fait une sur la propriété. Et donc c'est une série en 4. Il y a 4 volets. Le premier qui est plutôt sur la dimension théorique et juridique de la définition de la propriété. La deuxième c'est sur la propriété du corps. La troisième la propriété intellectuelle. La quatrième la propriété du vivant. Et dans ces 4 documents, émissions qui durent 52 minutes, il reprend le même dispositif que dans Corpus Christi, avec des gens qui sont filmés sur un fond noir. Il n'y a pas de voix off, c'est eux qui parlent. Donc c'est vraiment extrêmement simple comme dispositif. C'est ultra brillant, ultra intéressant et d'une complexité, d'une richesse, Enfin, franchement, alors je vous dis pas que vous allez regarder ça après avoir bu un petit coup de trop à Noël, parce que c'est pas fun, hein, mais c'est formidable. Moi, comme voilà, c'est sur Arte, Plus 7, sur le site d'Arte. Plus 7, voilà, et exceptionnel. Ben moi, en parlant de trucs pas fun, en fait, la dernière chose, c'est pas vraiment vous dire d'aller voir un film en particulier, mais c'est juste d'aller au cinéma. C'est-à-dire que là, moi, récemment, je suis allé pas mal au cinéma, mais je vais pas forcément vous dire les films que j'ai vus, parce que j'en ai vu plein de différents et qu'ils sont tous intéressants à différents endroits. Mais Catherine disait, c'est pas forcément fun, et j'ai envie de dire, le cinéma, c'est pas forcément fun non plus. Parfois, c'est un peu chiant, parfois, c'est un peu long, parfois, c'est un peu compliqué, parfois, c'est pas du tout compliqué, parfois, c'est très simple, En fait, on a la chance d'avoir en France des salles de cinéma dans lesquelles il y a une programmation d'une richesse et d'une diversité comme il y a honnêtement nulle part ailleurs dans le monde. Et il faut savoir profiter de cette chance-là. Oui, ça a un coût, c'est-à-dire que c'est le prix d'une place de cinéma aujourd'hui, c'est entre 7 pour les tarifs les plus bas jusqu'à maintenant 25 quand on va dans un pâté.
Oui, dans les pâtés 4D Max, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Ça coûte 25 balles pour aller voir genre un truc en 4D ou je sais pas quoi. Mais ça coûte 25 balles dans les pâtés. Pour aller voir Avatar, par exemple? Pour aller voir Avatar en 4D Max, ça remue 25, dans tous les... exactement, Non. 25 balles. Si. Donc, ça a un coût, mais merde, c'est génial, c'est précieux. Et aujourd'hui, cet outil, enfin ce média, on peut potentiellement le perdre au profit de plein d'autres choses, mais vraiment l'expérience d'aller dans une salle, d'être coincé et de devoir voir un film, que ça soit un film populaire par exemple comme Avatar que j'ai vu d'ailleurs hier et qui dure quand même plus de 3 heures, donc j'en sais. C'est intéressant, Avatar. Je veux dire, il se passe rien. Genre, je veux dire, c'est des gens qui sont là avec des poissons de toutes les couleurs et complètement fous. Il n'y a pas d'histoire, donc c'est quand même très particulier. On a vraiment l'impression de voir un espèce de documentaire extatique sur un monde qui n'existe pas. Ah oui. Ouais, mais c'est intéressant du coup. Pas vu encore. Il faut s'accrocher quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est chiant. Bah oui, mais c'est un peu chiant. Tout est un peu chiant. De toute façon, la vie c'est un peu chiant. Et non, mais je veux dire, et il faut s'accrocher. Moi, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai vu d'autres films, des films iraniens, de Panahi, etc., qui a sorti un film encore extraordinaire où il est le personnage principal, Jafar Panahi, il est enfermé aujourd'hui en Iran. Il a sorti un film qui est à la fois très facile parce que genre il parle de lui, il rencontre des gens dans la rue, c'est fictionnel, c'est la réalité, on sait pas trop ce que c'est. Mais oui, la clé d'entrée, elle est parfois un peu pour tout le monde en fait. Parfois c'est un peu trop compliqué pour moi et je me dis merde, je comprends pas les références. Il est iranien, il me parle de références que je comprends. Mais c'est pas grave, je m'accroche et je regarde, je récupère ce que je peux et puis après, genre ça infuse parce que je l'ai vu dans une salle de cinéma et parce que je l'ai pas vu sur mon ordinateur. Après, ça infuse en fait pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines et des mois. Et en fait, il m'en est ressorti quelque chose. Et moi, je vous dis ça parce que je regarde beaucoup de films maintenant sur mon téléphone portable, ce qui est quand même redoutable de regarder des films sur son téléphone portable. Mais beaucoup de gens le font et regarder des séries. Et je vois bien que au-delà du fait que mon expérience n'est pas la même. En fait, je ne retiens rien. C'est-à-dire que quand je regarde un film sur mon téléphone portable, je passe au travers du film, le truc en fait disparaît dès que je l'ai vu. Alors que lorsque je le vois en salle, parce que je suis bloqué, je peux pas être sur pause, je peux pas être déconcentré et je suis dans cet espace clos avec en plus souvent d'autres gens qui respirent en fait le film à l'unisson avec moi. Ben il peut se passer quelque chose. Donc vraiment. Il faut aller en salle, encore une fois, même si ça a un coût et même si les films parfois sont compliqués, sont un peu chiants ou tout ce que vous voulez. Non, mais il y a plein de films bien. Il y a plein de films mais bien, mais ça veut pas. Il peut y avoir des films bien, mais chiants. Je veux dire. D'accord. Et tu regardes. Shoah, c'est bien, c'est hyper chiant, enfin. Oui, d'accord. Et tu te mets où toi au cinéma? Moi, premier rang. Moi aussi. Moi, premier rang. Je vais avoir l'écran comme ça. Exactement. Et personne devant moi. Ah, moi, je déteste avoir des pets. Mais moi-même, je vais avec Patrick, mon mari, ou alors personne, parce que je veux pas être captée par les autres. Je suis comme toi. Moi, je veux être dans l'écran. Puis comme dirait Louis Garrel dans le film de Bertolucci qui s'appelle Innocent the Dreamers, il dit que lui, il veut se mettre au premier rang des films pour être le premier à recevoir l'image. Tu vois. Et je suis assez d'accord avec lui, moi aussi. Depuis que j'ai vu ce film, je vais être au premier rang. Bon, allez, passez bonne fête. Bonne fête aussi, ciao.